Bonjour Boaz, Bonjour Mike. bon matin ou soir ou nuit. Je- Je prends le tout. Merci beaucoup. Tout accepté, voilà. Oh non, j'ai peut-être pas pesé sur le bon bouton. On accepte tout le monde, voilà, hop. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Je vais essayer de condenser le plus. Il faut absolument que je finisse aux alentours d'une heure, mais on continuera où on s'est arrêté. Euh, Toutes les vidéos sont enregistrées également. Euh, Par contre, là, j'ai changé de tour, donc là, j'ai une résolution un petit peu plus améliorée. Euh, je vais rendre les vidéos disponibles là, dès que possible. Je vais essayer ce soir ou demain matin. Ensuite, j'enverrai le lien à tout le monde. J'ai oublié, je ne t'ai pas encore envoyé le lien pour les diapositives de la présentation que j'ai faite mardi. Euh, Peut-être me le rappeler dans le chat. Je vais essayer de. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. On va essayer d'améliorer ça. Je suis désolé. Euh, OK, donc là, on va voir tout le monde. Est-ce que vous voyez bien, voyez-vous bien ce qui est à l'écran ou est-ce que je devrais le grossir un peu? Je vais essayer de. Ah, OK, c'est bon. Parfait. Donc, on a quelques étapes. Bonjour à tous. Si vous avez un ordinateur en ce moment ou un portable, vous allez pouvoir suivre la présentation. Là, je vais vous montrer comment vous créer un environnement Linux à partir de votre ordinateur Windows. Et lorsque ce sera fait, on va pouvoir aller jouer avec le Node en utilisant les lignes de commande. Mon Dieu, je vais attendre avant d'expliquer. On a plusieurs personnes. Ah, il y a beaucoup de gens. C'est vraiment génial. Je suis vraiment content. Ah, vous êtes déjà engagés. Ça fait chaud au cœur. C'est vraiment génial. J'adore. J'adore. Bon, il est quelle heure? Il est 6. OK, je vais devoir commencer. Mais je vais accepter le monde au fur et à mesure et vous aurez l'enregistrement si jamais il se passe quelque chose. Donc, tous ceux qui sont en ce moment sur un ordinateur avec Windows, vous pouvez faire exactement les mêmes étapes et ça va fonctionner. Donc, si vous avez la dernière version Windows 11 qui est tout à fait gratuite, là, vous pouvez aller sur Windows Update et vous la procurer. Là, si vous avez une version antérieure Windows 10, donc c'est disponible à tous. Et je vais vous aider à créer un environnement Linux à l'intérieur de votre Windows qui va vous permettre de jouer avec le Node, d'apprendre les lignes de commande, l'interface de ligne de commande de Cardano, tranquillement pas vite. C'est un environnement qui ne sera pas sécuritaire, donc qui ne sera pas froid, comme on a vu la dernière fois, mais ce n'est pas grave. Pour le testnet, ça n'a absolument aucune incidence. Je pense que pour le niveau académique, c'est mieux d'apprendre comme ça. Personne ne va vous voler vos clés et même si ça arrivait, c'est de l'argent Monopoly. C'est de l'argent qui n'existe pas vraiment. C'est de l'argent du testnet que je contrôle. Donc, on va pouvoir s'amuser avec ça, comprendre comment que ça fonctionne et, soit dit en passant, ça fonctionne de la même façon sur le mainnet. Les mêmes commandes. La seule chose qui va différer, c'est l'identifiant du network. Mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc, premièrement, je vais vous envoyer un petit lien dans le chat. Allez hop, ça, c'est le lien vers euh, vers mon compte GitHub, là où vous pouvez retrouver, en cliquant sur Repository ici en haut, vous allez chercher Sanchonet Tutorial. Donc, en cliquant dessus, vous allez arriver à cette page-là. Et je vais l'envoyer également dans les liens. Voilà. Donc, cette page-là, ce qui est très pratique, c'est qu'il y a un table of content, comme une forme d'index. Et là-dessus, on a absolument tout ce qu'on a de besoin. On a comment initialiser notre environnement, ce qu'on va faire là. On a comment créer un portefeuille Cardano. Mais là, dans ce cas-ci, c'est Sanchonet, puisque c'est le testnet.
toujours mieux d'apprendre en testant. On n'apprendra pas avec de la vraie argent, ça va être avec de l'argent Monopoly pour s'amuser. Et tout est là. Comment créer un stake pool, comment devenir un DREP à partir de la ligne de commande, comment être un membre du comité constitutionnel et comment construire des actions de gouvernance et quelques commandes utiles. Mais là, pour aujourd'hui, on va focuser à se construire un node directement sur notre ordinateur comme des grands et on va pouvoir communiquer avec la blockchain, avec nos propres infrastructures. Et le SanchoNet, c'est pas très demandant. Vous avez besoin d'un minimum de 4 gigs de mémoire vive. C'est vraiment très peu. Je crois que tout le monde est en mesure d'avoir ça. En général, un ordinateur très désuet est capable de fournir ça. Sinon, en CPU, c'est très peu demandant, là. On a besoin de 2 threads. Donc, je doute que ça ne fonctionne pas chez vous. Donc, allons-y pour l'installation de l'environnement Linux. La première étape, vous allez aller dans la barre de recherche en bas et vous allez écrire PowerShell, comme ça. Et vous allez ouvrir un Windows PowerShell qui va vous donner cette fenêtre ici. Vous pouvez aussi l'ouvrir en tant qu'administrateur si jamais vous avez des problèmes. Et la ligne de... Mike, Oui, Mike, vous pouvez vérifier s'il y a déjà l'entrée? des gens d'entrée, excusez-moi. Non, ben là, j'accepte toutes les invitations au fur et à mesure qu'ils viennent. Est-ce Ok. qu'il, est-ce qu'il manque des gens? Oui, il y a ceux-là qui m'écrivent en privé qu'ils sont à la porte. Ah, là, j'ai d'autres invitations. Est-ce qu'ils ont le bon lien? Parce que moi, je les accepte au fur et à mesure. Là, en ce moment, j'ai 12 personnes. Mais je les accepte vraiment dès que quelqu'un essaie de rentrer. Euh, c'est probablement le mauvais lien. C'est ça, là. Moi non plus, je n'étais pas capable de rentrer sur le premier, là. Ben, j'ai fait une mise à jour là, pour pouvoir dépasser 1 heure. J'ai payé le service parce que j'étais tanné de me faire couper tout le temps après 1 heure. Donc, j'ai activé le workspace, là. Donc, ça a brisé un petit peu mon premier lien initial, là. Je suis vraiment désolé. Donc, utilisez le dernier lien que j'ai partagé avec vous, là, si jamais il y a des questionnements. Peut-être leur envoyer celui-ci. Sinon, l'enregistrement va être disponible là, d'ici demain après-midi sur YouTube. Et je vais le partager. Là, j'ai créé une playlist où j'ai tous mes workshops. J'ai créé une playlist où je vais vous la partager là, directement dans le Discord pour que tout le monde puisse y avoir accès. Euh, donc voilà. Euh, donc pour tout le monde, encore là, on s'ouvre un terminal PowerShell de Windows. Donc dans la search bar, tout simplement, PowerShell. Et on clique dessus. On peut l'ouvrir comme administrateur également. Et à l'intérieur, on va tout simplement écrire, oups, désolé, WSL espace, tiret, install. Comme ça. Aussi simple que ça. Et WSL, ça veut dire Windows Subsystem for Linux. Et ce que ça va faire, c'est qu'à l'intérieur de votre environnement Windows, ça va créer une machine virtuelle Linux dans laquelle vous allez pouvoir jouer dedans. Donc, ensuite, on va tout simplement peser sur Entrée. On accepte Linux et ça va installer. Ça vous installe Linux et Ubuntu, le système d'exploitation Ubuntu à l'intérieur de votre ordinateur. C'est vraiment pas si demandant que ça. En réalité, on va simplement utiliser les lignes de commande. Donc, ce n'est pas une interface là, jolie comme Windows, c'est vraiment juste un terminal Linux auquel vous aurez aussi accès pour pouvoir faire des transferts de fichiers. Là. Donc, vous le regardez, tout se produit devant vous. Oh, je vais accepter. Voilà. Et lorsque tout ça sera installé, vous allez devoir redémarrer votre ordinateur. Donc là, je le fais en ce moment en live avec vous. Je vais devoir redémarrer et revenir dans l'appel. Oh, une petite erreur.
Ah, Service not available. Oui, c'est vrai, excusez-moi. À l'intérieur de votre BIOS, vous devez activer les environnements virtuels. Donc, le nom exact de ça, je ne l'ai pas par cœur, je vais essayer de vous le partager. Vous devez vous activer vos environnements virtuels à l'intérieur du BIOS. Donc, lorsque vous démarrez votre ordinateur, vous avez la première image qui apparaît souvent qui est, c'est très rapide. Là, on parle de quelques secondes qui vous dit peser sur F12 ou sur F11 ou sur Escape ou sur Delete pour rentrer dans le setup. Et là, ça vous fait rentrer dans le BIOS. Et à l'intérieur du BIOS, je vais essayer de trouver une image. On va essayer de se trouver une petite image. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, je l'ai ici. Ça devrait être bon. On va la mettre dans Download. Oh, elle est très petite. Non, c'est pas bon. Attendez un petit peu. On va essayer de se trouver une version un peu mieux. Voilà, ça c'est bien ça. Donc, comme vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, le BIOS risque de ressembler à ça. Si c'est un Intel, sinon ça peut différer, mais souvent, on parle du même preset. Donc, ça va être quelque chose qui s'appelle virtualisation technologie. Quelque chose de similaire. Vous devez l'enable à l'intérieur de votre BIOS. Et là, ça va vous permettre d'utiliser Linux à l'intérieur de vos environnements, de votre environnement. Donc, je pourrais redémarrer mon ordi et je reviens, je vais le faire. Ça devrait marcher. Ou on continue. Je crois qu'on ferait mieux de continuer. Ça serait mieux. Mais si vous avez des questions à ce niveau-là ou des problèmes, contactez-moi, il n'y a pas de problème. Je vais personnellement faire un petit meeting privé avec vous. On accepte d'autres gens. Je vais faire un... Oh, on a Pablo qui a une question. Oui. Bonsoir. Je pense que tout ça, celui qui utilise Ubuntu ne peut pas installer tout ça. Ou c'est comment? Si vous avez Ubuntu, vous êtes déjà correct. Vous avez tout ce que vous avez de besoin. Ça, c'est pour ceux qui utilisent un Windows. C'est pour activer Linux dans Windows. Mais si vous avez Ubuntu, déjà, vous n'avez rien besoin de faire tout ça. Vous avez déjà absolument tout ce que vous avez de besoin pour le faire. Donc, vous devez juste attendre que je sois. Je vais me faire patienter jusqu'à ce qu'on soit rendu là. Mais dans Ubuntu, vous avez simplement besoin d'ouvrir un terminal. Et c'est tout. Vous êtes déjà prêt à tout installer parce que l'environnement, le Node va être installé à l'intérieur de Linux. Donc, si vous n'avez pas Linux, si vous avez Windows, vous devez vous créer un environnement Linux pour pouvoir interagir avec la blockchain. Même chose pour Macintosh. Mais si vous avez déjà Ubuntu, pas de problème. Vous avez déjà réglé le problème automatiquement. Est-ce que ça répond à tes questions? Oui. Fantastique. Donc, tous ceux qui ont Ubuntu, ben, vous n'avez rien à faire. Il faut juste attendre. Donc, voilà. Je vais m'ouvrir un environnement. Euh, Attendez un petit peu. Je vais aller sur mon Google Cloud. Allons voir ça. Google Cloud. Oh, je ne suis pas connecté. Attendez un petit peu, les amis. Ce ne sera pas trop long. Ça va? Oui, Ah, ok. oui, non, je suis en train de me connecter. Désolé. Donc, on va là et voilà. Hop là. Donc, une fois que votre Ubuntu est installé sur votre Windows, comme je vous ai dit, vous pouvez tout simplement, rapidement, aller dans la search bar, vous écrivez Ubuntu comme ça,
et vous ouvrez la distribution Ubuntu. Oups, désolé, ça c'est pas la bonne page. Mais à l'intérieur, vous devriez voir Ubuntu. Parce que par défaut, quand vous installez le WSL, ça vous installe Ubuntu à l'intérieur. Donc, dans mon cas, pour éviter d'avoir à vous faire attendre, je vais tout simplement passer par une de mes instances de Google Cloud et je vais pouvoir vous montrer la suite. Mais encore là, si vous avez des problèmes, faites-moi le savoir. Ou si vous avez Ubuntu, tout simplement ouvrir un terminal et vous allez dans le bas à gauche de votre écran et vous cliquez sur les 9 petits points et vous cherchez terminal. Vous faites juste ouvrir ça et ensuite on va pouvoir continuer. Oh oui, Baz. Bien, merci beaucoup. Je voulais dire aux amis qui viennent à peine d'entrer ou ceux-là qui ont raté quelque chose donc au cours des explications, toujours ce début-là, de ne pas se sentir frustrés parce qu'ils vont trouver l'enregistrement de cet appel. Vous avez dit le mardi? Oui. Ouais. Demain au plus tard. Demain au plus tard, là, oui, ceux qui ont manqué le début, je suis vraiment désolé. On a eu des petits problèmes techniques pour la connexion là, du Google Meet. C'est de ma faute. Mais tout est enregistré. Donc, vous allez pouvoir revenir à ce que vous avez manqué, là, si vous avez manqué la partie du début. Il n'y a pas de problème, là. Et Oui, j'allais terminer en disant que également, si vous voulez un appel avec Mike, il pourrait être disponible. C'est une question tout simplement de coordination. Il peut vous récupérer si vous vous sentez ici. Merci. oui, absolument. Absolument. Donc, je suis disponible pratiquement en tout temps. Je ne plus dire en tout temps, mais pratiquement en tout temps. Donc, il n'y a pas de problème. Faites juste me le dire et je vais m'arranger pour m'adapter à votre horaire. Donc, là, ici, on a encore là, si vous vous fiez au chat, vous avez toutes les lignes de commande et vous avez votre environnement Linux d'ouvert. Donc, vous avez votre terminal. C'est un peu petit, je vais le grossir. Voilà, peut-être comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Si j'écris des choses comme ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que vous voyez bien ou vous voulez ça plus gros? Je crois que ça va. Plus gros si possible. Plus gros? Excellent. Hop là. Comme ça? Oui, ça va. OK, super. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime bien le copier-coller. Je suis un paresseux, comme on pourrait dire. Donc, si vous allez dans le tutoriel que je vous ai partagé dans le chat, là, le Sanchonet tutoriel, nous, ce qu'on veut faire au début, c'est initier l'environnement l'environnement initial. Je suis désolé, le tutoriel est en anglais. Il faudrait que je travaille à en faire un en français, mais je suis complètement débordé. Donc, éventuellement, ça va venir, mais pour l'instant, il est en anglais. Donc, on clique sur le premier lien ici et ça vous amène directement pour construire vos environnements. J'ai mis ça vraiment simple. Là, on parle de ça fait tout à votre place. OK? Donc, je vais expliquer ce que chaque commande fait pour éviter que vous soyez perdu. La première commande, c'est on va créer les dossiers qu'on a besoin. OK? Donc, tout simplement peser sur les petits carrés, copier, et ensuite, on va les. Oups, je me suis fait déconnecter de mon terminal. Attendez un petit peu. On va régler le problème. Voilà. Hop là, on recommence. Donc, on copie la première commande et on va venir la coller ici. Et ça nous crée tous nos fichiers qu'on a besoin, tout simplement. La commande dit make directory et P c'est parent. Donc, si le fichier n'existe pas, il va le créer. Et ça vous crée un fichier à l'intérieur de votre maison qui est excusez-moi, home, votre directory principal de Linux. Ça va créer un fichier qui s'appelle Sancho Source, un autre fichier qui s'appelle keys pour vos clés,
un autre fichier qui s'appelle DB pour database, votre database, et un autre fichier socket, ainsi que les fichiers configuration du SanchoNet. Donc, si on fait ls, vous pouvez voir on est à l'intérieur du fichier Sancho Source et on a les fameux dossiers qu'on vient de créer. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va copier ici le lien qui nous fait télécharger la dernière version des fichiers binaires du node. Donc, tout simplement, on les prend sur Internet et on va les télécharger directement dans notre environnement. Et là, si je liste, je vais faire clear pour tout effacer. Et si je fais ls pour lister, qu'est-ce que j'ai? Et là, on voit que j'ai un fichier compressé du node, du Cardano Node et du Cardano, le Command Line Interface. C'est un fichier compressé. L'endroit où ce que je l'ai pris, si vous voulez voir la ligne de commande, c'est directement dans le repository d'Intersect. Donc, je sais que c'est tout petit ici, mais vous voyez que c'est dans le repository de GitHub d'Intersect, le Member Base Organization. Donc, c'est là que j'ai été le chercher. Et là, ensuite, les prochaines lignes de commande, c'est pour l'extracter. Donc, ici, je vais le mettre beaucoup plus gros. Je crois que ce serait mieux. Hop là. Voilà, c'est plus gros. Donc, la première ligne ici, c'est pour extracter le contenu du fichier compressé. La deuxième ligne, c'est pour enlever le fichier compressé puisqu'on n'en a plus besoin. On a tout pris ce qu'on avait besoin à l'intérieur. La troisième ligne ici, on va rentrer à l'intérieur du dossier qui s'appelle bin, là où on a nos exécutables. Et ensuite, les deux dernières lignes, on va prendre les fichiers exécutables du Cardano Node, du nœud Cardano et du Command Line Interface, l'interface de ligne de commande, et on va l'amener à l'intérieur du fichier user local bin, ce qui va rendre ces deux exécutables-là accessibles partout dans votre environnement. Donc, on va pouvoir travailler de n'importe où avec l'interface de ligne de commande. Donc, tout simplement, copier et coller. Hop là, là, il extracte le contenu de mon fichier du Cardano Node et il a bougé absolument tout à l'intérieur. Donc, si je fais which Cardano Node et je vérifie où il est, on voit qu'il est à l'intérieur du user local bin. Même chose pour le CLI. Il est au bon endroit. Ça, ce que ça fait en réalité, c'est que peu importe où ce que vous trouvez à l'intérieur de votre terminal, peu importe le fichier où ce que vous êtes, vous avez accès à ces exécutables-là. Donc, si je recule, là, je suis en ce moment dans le bin, je recule dans mon Sancho Source. Donc, là, je suis revenu dans Sancho Source. Et là, je fais Cardano-CLI et je vérifie la version. Ça fonctionne, j'y ai accès, peu importe où je me trouve. Je suis en mesure de faire des lignes de commande de Cardano. Cardano CLI. Et là, vous voyez, j'ai accès à tout. Donc là, je peux créer un portefeuille, créer un DREP, je peux créer une action de gouvernance, je peux faire tout ce que je veux maintenant à partir de mon terminal. J'ai accès. Et ça, c'est bon pour le mainnet, le testnet, preview, pre-prod, tout ce qui existe, qui est lié avec Cardano, directement à partir de votre terminal. Mais je mets ça de côté, on n'est pas rendu là encore. Là, on doit se créer, on doit activer notre node, on doit communiquer avec la blockchain. Pas la blockchain, le mainnet, mais la blockchain du SanchoNet. C'est là qu'on va se pratiquer avec notre argent Monopoly. On appelle ça les Sancho Box, mais vous pouvez donner, ou du Test ADA, le nom qui vous plaît. Donc, ensuite, au 4, ce que nous allons faire, c'est on doit définir l'identité du réseau qu'on va utiliser. OK? Et pour ça, il faut exporter des variables d'environnement à l'intérieur de notre environnement Linux pour qu'ils puissent comprendre que, comme sur la première ligne, que le socket path du node qu'on va utiliser va se trouver à l'intérieur du fichier socket qu'on a créé pour pouvoir communiquer avec la blockchain et que notre interface de ligne de commande puisse discuter avec. La deuxième ligne ici, l'identité du network, est le 4. L'identité 4, c'est SanchoNet.
L'identité 2, c'est le Preview Network. Et l'identité 1, c'est le pre-prod. Et l'identité mainnet, c'est le mainnet. Donc, si vous remplacez ce 4-là par mainnet, bien, automatiquement, votre interface de ligne de commande va tenter de communiquer avec le mainnet. Mais là, pour l'instant, comme je vous dis, on s'amuse avec SanchoNet, on va utiliser SanchoNet. Et lorsqu'on emmène ces variables-là à l'intérieur de notre fichier bash, qui contrôle notre environnement, shell, il faut lui dire de retourner vérifier ce fichier-là, puisqu'on a rajouté des nouvelles lignes de commande. On a rajouté des nouvelles variables. Donc, on rajoute des nouvelles variables. Ensuite, source.bash rc, on lui dit, peux-tu retourner voir puis reconsidérer les nouvelles variables que j'ai mises? Soit vous faites ça, soit vous redémarrez votre terminal. Vous faites juste le fermer ou vous le rouvrez. Ça va fonctionner aussi. Donc, assez de blabla, copier-coller, et voilà, c'est fait. Et si vous voulez, vous pouvez aller vérifier rapidement le fichier à l'intérieur. Donc, vim.bashrc. Si on va à l'intérieur et que je vais complètement en bas, vous voyez ici, les deux fameuses lignes de commande sont rajoutées. Donc, on a le socket path, la localisation du socket et le network ID de SanchoNet qui est 4. Ce que ça nous permet, c'est qu'à chaque fois qu'on va rentrer une ligne de commande, on n'aura pas besoin à chaque fois d'écrire l'emplacement du socket path dans notre ligne de commande ou à chaque fois d'écrire testnet magic 4. On vient de sauver ce travail-là. Donc, on va juste pouvoir inclure ce qu'on a de besoin. Vous allez le voir plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de besoin? On a de besoin des fichiers de configuration. Parce que vous savez, Cardano, il y a plusieurs aires. Hein. On a l'ère Byron, on a l'ère Shelley, on a l'ère Alonzo, Conway. Il faut que notre blockchain traverse toutes ces aires-là. Donc, on a un fichier de configuration pour chaque aire. Et ces fichiers de configuration-là, si vous montez en haut du repository, ils se trouvent ici dans le petit fichier Genesis. Donc, vous pouvez soit manuellement les prendre en allant dedans et en téléchargeant chacun d'entre eux, ou tout simplement en copiant-collant cette ligne de commande qui crée une fonction curl qui fait juste aller les chercher pour vous directement dans le directory de GitHub que je vous ai montré pour SanchoNet. Donc, copier, coller. Et ça va vous les mettre directement à l'intérieur du fichier SanchoNet. Donc, si on clear notre interface et je fais ls, on va accepter, tout accepter, vous voyez que tous nos fichiers configuration sont là, ainsi que la topologie. On va se rendre là bientôt, mais là pour l'instant, je vous montre comment installer un node. Une fois que c'est fait, là on a tous nos fichiers environnement, on n'est pas encore prêt à partir le node. On a les fichiers binaires du node, on a les fichiers configuration du node. OK, cool. Maintenant, il faut qu'on se crée un dossier, pas un dossier, mais un fichier exécutable pour partir notre node, pour pouvoir démarrer notre node. Et pour ça, si on monte en haut dans le Table of Content, on va essayer de chercher à se partir un relais. Donc, dans la section State Pool, on va chercher Create a Relay Node. Un relais, c'est tout simplement un node qui ne produit pas de bloc, mais qui vous permet de communiquer directement avec la blockchain de votre choix. Encore là, ça peut être SanchoNet, Preview Pre-Prod, les testnets ou directement le mainnet. Et la blockchain avec laquelle vous allez communiquer dépend de la blockchain que vous allez construire avec votre node. Là, ce qu'on veut, c'est construire le SanchoNet pour se pratiquer. Mais plus tard, on va pouvoir apprendre comment aller sur le mainnet directement. Donc, première étape, on doit se créer notre fichier exécutable. Encore là, j'ai fait une commande très facile, copier-coller, mais qu'est-ce qu'a fait la commande? La commande nous amène, première ligne, directement dans votre home, à l'intérieur de votre home. Donc, si vous êtes dans un autre fichier, ça va vous ramener directement dans votre fichier home et ça va créer un fichier exécutable qui est ici.
dans lequel on va voir l'emplacement, dans lequel on va définir l'emplacement de votre fichier topologie, le fichier configuration, le fichier database, le socket path, et va permettre à votre node d'écouter tout le monde. Et on va créer un numéro de port. Mais dans notre cas, ce n'est pas important puisque tous nos ports sont fermés par défaut. On ne veut pas que personne se connecte à nous, jamais, mais nous, on va se connecter à la blockchain. Donc, on va avoir des connexions outbound, mais on n'aura pas de connexion inbound. Donc, le port, il est nécessaire d'en mettre un, mais au niveau de notre mur de feu, par défaut, on ne laisse personne rentrer. Donc, voilà. Et ensuite, on utilise la commande Cardano run, Cardano node run, et on va définir la position de chacune des choses que j'ai mentionnées, mais par une variable. Donc, topologie, on va voir la variable topology file et la variable topology file définit l'emplacement de notre fichier topologie. Donc, on a mis ça simple. C'est compliqué comme ça, mais si on fait juste copier et coller, ben, automatiquement, à l'intérieur, on a notre fichier exécutable qui est prêt à utiliser. Et si on vérifie son contenu, Start Node, on voit exactement ce que j'ai montré. Donc, on a l'emplacement de notre fichier topologie, config, database, socket path et tout ce qu'on a besoin pour démarrer notre node. Là, techniquement parlant, si je fais juste exécuter ce fichier-là, ça va fonctionner. Mais moi, ce que je veux, c'est créer un service. Je veux que mon node puisse fonctionner en arrière-plan pour me permettre d'utiliser l'interface de ligne de commande. Là, je vais devoir créer un service dans mon Linux qui va faire fonctionner le node en arrière-plan. Mais je veux quand même avoir le choix de l'arrêter ou de le partir quand je veux. Ça peut être pratique parce que si un jour vous créez un stake pool, puis vous devez produire des blocs, bien, vous devez avoir un node 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en fonction. C'est pratique puisque quand vous avez un service, au moment où vous démarrez votre ordinateur, il se met automatiquement en marche. Mais encore là, c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé de le faire automatiquement démarrer. Donc, si c'est simplement un node normal qui ne construit pas de bloc, vous voulez une petite switch on-off dessus. Bon, je veux le partir ou l'arrêter quand je veux. Je vais le partir quand je m'en sers. Et quand je ne m'en sers pas, je l'arrête. Un peu comme un portefeuille d'Aedalus. Même principe. Quand vous démarrez votre portefeuille d'Aedalus, il y a besoin d'un petit peu de temps pour synchroniser avec la blockchain. Souvent, c'est 5 minutes, dépendant de la fréquence avec laquelle vous l'utilisez. Mais la première fois, c'est très long. Vous vous rappelez, parce qu'il faut qu'ils construisent toute la blockchain. Donc, c'est un peu similaire à ça, ce qu'on fait. Donc, on a créé notre fichier exécutable. On va descendre et ensuite, les prochaines commandes, c'est pour créer notre service. Donc, si je définis rapidement, il va créer un fichier qui s'appelle Sancho Node Service et il va le mettre à l'intérieur du ETC systemd system, l'endroit où on a nos autres services de Linux, à l'intérieur de notre environnement. Et ça va définir plusieurs variables. Donc, le user, j'ai mis la variable whoami qui va utiliser votre user. Dans mon cas ici, ça va être Mike Hornan. Ça va utiliser le user que vous avez avec votre terminal. Par défaut, ça va le faire. Donc, on va le faire. Je vais vous le montrer. Copier et coller. Voilà, c'est supposé d'être fait. Donc, si je vais vérifier à l'endroit où ce que je l'ai mis, donc dans etc systemd system, allons voir. Nous avons, si je liste, un service qui s'appelle SanchoNet Service, qui est juste là. Et là, si je regarde son contenu, SanchoNet Service, on voit ici que la variable whoami a été définie par Mike Hornan, dans mon cas, parce que c'est mon utilisateur. Donc, chez vous, ça va être autre chose, peu importe le nom d'utilisateur que vous avez, c'est l'utilisateur qui va utiliser le service, qui va faire fonctionner le service. Dans mon cas, c'est l'utilisateur ici, Mike Hornan. Donc, super, mon service est créé. On arrive. Mon service est créé.
tout est pratiquement prêt. Mais là, vu que j'ai créé un nouveau service, je dois ici, la prochaine commande, faire un daemon reload. Donc, je dois dire à mon ordinateur ou mon instance, refais le tour des services pour voir si tu n'en as pas manqué un. Donc, c'est fait. Maintenant, le nouveau service est considéré. Je pourrais le démarrer maintenant. Et là, la dernière commande pour ceux qui veulent automatiquement que le service démarre lors du démarrage de votre ordinateur, vous devez de l'enable. Vous devez l'activer. La ligne de commande, c'est sudo systemctl enable et le nom de votre service. Mais si vous ne voulez pas qu'il démarre automatiquement au démarrage, ne faites pas ça. Vous pouvez. Oh, j'ai Paul ici. Voilà. Ne faites pas ça si vous ne voulez pas qu'automatiquement ça se démarre. Si par erreur vous le faites, vous pouvez toujours remettre la même ligne de commande et au lieu d'enable, vous allez écrire disable, comme ça. Mais dans notre cas, c'est enable. Moi, je veux qu'il marche 24 heures sur 24. Je veux qu'il fonctionne tout le temps par plaisir. Mais je peux l'enable. On va le faire. Enable. Et là, ça crée un symlink. Ça veut dire que si je redémarre mon serveur, il va essayer de partir le nôtre. OK, super. Ensuite, on peut mettre à jour la topologie file, mais je l'ai déjà fait. Ça n'a aucune incidence. Si vous copiez-collez ça, ça va remplacer le fichier qui est exactement ça par la même chose. Ce n'est pas dommageable. Vous pouvez le faire ou pas. Ça, c'est quelque chose que j'avais avant. Donc, ensuite, finalement, la dernière étape, on démarre le nôtre. On peut démarrer le nôtre. Et la commande, c'est sudo systemctl start sanchonote.service. Donc, encore là, copier et coller. Et voilà. Et là, ça a-tu fonctionné? Je ne le sais pas. Comment on fait pour le savoir? On va aller vérifier les logs. Donc, pour vérifier les logs, la commande, c'est journal ctl. Et là, je peux faire "-u" pour unit et je vais écrire Sancho node.service qui est le nom de mon service. Et je vais faire "-f" pour follow. Donc, je veux en temps réel voir mes logs. Et là, il va me montrer le SanchoNet qui est en train de se construire. Donc, vous voyez ici, chain extended, chain extended, chain extended. Il est en train de construire sa chaîne. Donc là, votre node est en marche. Il s'est connecté automatiquement aux nodes qui sont inscrits dans la topologie. Mais là, il est connecté à qui, lui-là? Là? Je ne sais pas, moi. Bon, on va aller voir. Donc, dans Sancho Source et dans SanchoNet. Oh, excusez-moi, c'est Share. Share et SanchoNet. Si je clique, on a encore une fois tous nos fichiers qu'on avait installés précédemment. Et à l'intérieur, on a la topologie. À l'intérieur du fichier topologie, c'est là qu'on voit à qui on se connecte. On va aller voir le contenu. Topologie. Allons voir. Et là, on voit qu'il se connecte à sanchotestnet.ablepool.io. C'est mon node. Parce que, bon, comme vous ne le saviez pas, je contrôle le SanchoNet. Mais il n'y a pas juste moi, là. On est plusieurs. On est vraiment plusieurs. Donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur de votre topologie, ici, vers la fin, lorsque votre node va avoir construit sa blockchain jusqu'à la seconde 33 695 977e seconde, il va vérifier le registre de votre blockchain et il va essayer de trouver d'autres connexions. Il va essayer de trouver d'autres stake pool operators. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres dans cette blockchain-là que je peux me connecter? Donc, ça, c'est le principe du peer-to-peer. C'est le principe de connexion en peer-to-peer. Votre node, par défaut, va tenter de se connecter à d'autres peers à partir de cette seconde-là. Ça fait partie de votre fichier topologie. Si vous ne vouliez pas, et vous vous dites, regarde, moi, là, je n'ai pas envie de me connecter à d'autres peers, je veux juste me connecter à Mike. Bon, bien, vous remplacez ce chiffre-là par -1.
et vous allez uniquement vous connecter à moi. Sauf que si vous faites ça et qu'un jour mon serveur se ferme, ben là, vous n'avez plus de blockchain. Ça s'arrête. Donc, c'est toujours bien. Nous, on est 7 stake pool operators en ce moment sur le SanchoNet. On a Martin Lang, c'est tout du monde extrêmement connu et la densité de la chaîne est extraordinairement belle. Donc, personnellement, je vous conseille de laisser ça là. Votre node veut se connecter aux autres stake pool operators. Et si vous voulez être un stake pool operator du SanchoNet, on va aussi apprendre à faire ça, si ça vous intéresse. Et savez-vous quoi? C'est exactement la même chose sur le mainnet. Donc, si vous voulez un jour être un stake pool operator sur le mainnet, bon, vous l'êtes déjà avec GoMaPool, mais bon, ceux qui ne le sont pas, si on vient un jour de l'être, c'est la même méthode. Ça ne change pas. Exactement le même node, une petite méthode différente. Quelques trucs à ajouter lorsqu'on démarre le node. Et ça se transforme en un producteur de blocs. Donc, c'est un petit peu mon survol de la topologie, mais on va rentrer un petit peu plus là-dedans plus tard. Donc là, on sait qu'on s'est connecté à Mike. OK? Si je retourne à l'intérieur ici de mon fichier source, je me suis créé un fichier qui s'appelle GLiveView, plus pour aider à tous à comprendre. C'est un petit moniteur. Un petit moniteur qui montre quelques informations. OK? Donc là, on voit qu'on est connecté à SanchoNet. OK. On a la dernière version du node. Fantastique. Et là, on est synchronisé à 1,4 %. Donc là, on construit notre chaîne. En date d'aujourd'hui, c'est 100 %. Mais là, on n'est pas encore rendu à aujourd'hui. Vous voyez, là, ici en haut, là, on est en train de construire notre blockchain. Construire le SanchoNet, ça prend environ 45 minutes. On n'a pas ce temps-là. Je n'ai pas envie d'attendre. Donc, de côté, j'ai mis la database complète pour pouvoir sauter les étapes. Mais normalement, vous regardez ça aller. Mais bon, bref, moi, je n'ai pas le temps. Je veux vous apprendre. On va arrêter ça. Donc, j'arrête le node. CTL, stop. Donc, j'arrête mon node. Système CTL, stop, SanchoNet Service. Donc là, mon node est arrêté. Donc, si je fais journal CTL-U Sancho Service et je check avec F, vous voyez ici que j'ai désactivé mon node. Il ne construit plus rien. Là, ça s'est arrêté là, ma blockchain, elle s'arrête. OK, j'ai désactivé mon service. Qu'est-ce que je fais? Là, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux aller chercher ma database complète que j'ai sauvegardée de côté pour vous apprendre. Donc, je l'ai dans le backup. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller dans mon Sancho Source et je vais effacer mon database que je suis en train de construire. Je ne le veux plus. Et je vais aller dans mon backup et je vais tout simplement bouger mon database à l'intérieur de mon fichier Sancho Source. Sancho Source, excusez-moi. Pour sauver du temps. Mais normalement, vous allez regarder ça aller. Là. Ça prend, comme je vous dis, 45 minutes. Donc, on retourne dans mon fichier Sancho Source. J'ai mon database. Et là, je vais redémarrer mon node. Système CTL. Oh, c'est un sudo, c'est vrai. Sudo. Super user do. Tâche administrative. On restart le Sancho node.service. Et voilà. Et là, si je vérifie, on voit, oups, on voit que maintenant ma blockchain est synchronisée. Donc, on est à l'époque 812. On est synchronisé. Là, au moment où on se parle, je peux communiquer avec la blockchain. Donc là, j'ai un SanchoNet synchronisé. Là, j'ai beaucoup d'informations. Là, j'ai accès à beaucoup de choses. Là, avec l'interface de ligne de commande, je vais pouvoir tout vous montrer ça. L'interface de ligne de commande, c'est merveilleux. On peut créer des portefeuilles, on peut créer des portefeuilles Cardano et la dériver à partir d'une seed phrase. Votre fameuse phrase de 24 mots. Vous pouvez restaurer des portefeuilles, vous pouvez tout faire. Mais c'est pour tester. Donc, n'utilisez pas aucune seed phrase de votre mainnet. Ne faites pas ça. On va s'en générer des nouvelles. Ça va être le fun. Mais pour l'instant, quelques petites commandes simples. Cardano,
-CLI pour Command Line Interface, c'est la commande de base. Donc, on peut faire Enter. Et là, à l'intérieur de la commande de base, on peut voir tout ce que j'ai accès. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux faire Cardano CLI adresse, Cardano CLI key, Cardano CLI node, et ainsi de suite. Je peux faire des queries. Je peux poser des questions à la blockchain. OK, on essaie tout ça, on va essayer ça. Je vais faire Cardano CLI query. OK, mais query quoi? Je ne sais pas. Bon, on va faire Enter. Et là, on me montre toutes les sous-commandes de query. Donc, dans Cardano Query, je peux demander c'est quoi les paramètres du protocole. Je peux demander combien il y a de stake pool dans la blockchain. Je peux demander la distribution de stacking dans toutes les stake pools. Je peux demander une information à propos d'une adresse de stacking en particulier. Je peux demander de l'information sur les UTXO, sur le ledger state. Je peux demander des informations sur le governance state. Ah, il n'est même pas là. Ah non, c'est vrai, c'est Conway Era. On peut en essayer un. Encore là, query. On va faire type. Query type. Et là, on voit qu'en ce moment, on est à la 70e 215 616 secondes à l'intérieur de ce blockchain-là. OK. Nous sommes dans l'ère Conway, qui est Voltaire. OK. Et ça, c'est le dernier hash du dernier bloc qui a été pondu sur cette blockchain-là. Et nous sommes à l'époque 812 sur le Sanchonet. Et on est synchronisé à 100%. OK. Ça peut être mêlant un peu, cette méthode-là. C'est pour ça que, en réalité, j'ai créé un fichier que vous avez peut-être déjà vu. On va aller voir à l'intérieur d'ablepool.io. Je ne l'ai pas ailleurs. Ah non, ben, je l'ai aussi dans le repository. On va passer par là. À l'intérieur de Documents, on peut voir un Cardano CLI cheat sheet. C'est une feuille de rappel ou une feuille un petit peu un aide-mémoire. Donc, je vais le sauvegarder. On va le mettre dans Download. Voilà. Et je vais l'ouvrir. Et là, vous voyez ce gros tableau-là, immense. À l'intérieur de ce tableau-là, vous avez toutes les commandes existantes de l'interface de ligne de commande de Cardano. Toutes les commandes. Ce qui est en vert, c'est Byron. Ce qui est en bleu, c'est Legacy. Et tout ce qui est en rouge, c'est Conway, la dernière ère. On va principalement se servir de ce qui est en rouge. Et en bas à gauche, si on zoome in, ouais, j'aime ça. Mes infographies, c'est souvent, il faut zoomer. Mais peu importe à quel point on zoome, on ne perd pas de qualité d'image. Ça, c'est ma règle. Donc, ça ne va pas être pixelisé dégueu. Donc, on a une petite légende qui explique un peu comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous le voyez ici, à l'intérieur ici, chaque fois, on voit des parenthèses et des barres séparatrices. On ne sait pas ce que ça veut dire. Je l'ai défini dans mon infographie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour arriver à le comprendre, les parenthèses sont des choses obligatoires que vous êtes obligé de mettre dans vos lignes de commande. Donc, s'il y a un paramètre entre parenthèses, vous devez l'utiliser. Si il y a un paramètre dans des braquettes carrées, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé. Et le séparateur ici veut toujours dire où. Donc, on récapitule. Je retourne à mon interface. On efface tout. J'écris Cardano CLI. Qu'est-ce que j'ai comme commande? Là, on voit que si je veux aller plus loin, je suis obligé de faire une de ces commandes-là parce qu'il est entre parenthèses. Donc, entre parenthèses, c'est obligatoire. Si je veux aller plus loin, je dois faire une de ces options-là. Donc, c'est soit j'écris adresse ou clé ou node
ou H, bon, vous suivez un petit peu. C'est ça que ça veut dire. Donc, dans la légende, la ligne séparatrice veut dire ou, entre parenthèses, c'est obligatoire. OK, super. Donc, à toutes les commandes que j'ai ici existantes, c'est les mêmes règles. Donc, si on descend vers Cardano Conway adresse, qu'est-ce qu'on a? On a Cardano Conway adresse, keygen. Bien là, je ne suis pas obligé. J'ai des commandes optionnelles. Qu'est-ce que je suis obligé de fournir? Je dois fournir le nom de ma clé de vérification et le nom de ma clé de signature. C'est un concept un peu compliqué. La blockchain, à chaque fois que vous voulez interagir ou faire une transaction, vous devez de la signer. Hein, vous le savez, vous envoyez de l'argent à quelqu'un, vous devez signer la transaction. Et souvent, vous avez sur votre portefeuille à écrire un petit mot de passe. En réalité, ce qui se passe en arrière, c'est que vous signez la transaction avec votre clé privée, qui est protégée par un encryptage, et ce qui vous permet de le désencrypter, c'est votre mot de passe. Mais là, on travaille à partir de la ligne de commande, l'interface de la ligne de commande. Il n'y a pas de mot de passe. Vos clés sont en plain texte, accessibles à tous. Vous comprenez pourquoi c'est important de le faire d'un environnement froid, mais là, on s'en fout. Ce n'est pas des vraies clés, ce n'est pas de la vraie argent. On peut le faire sur notre environnement chaud, ça ne dérange pas. Mais sachez que si vous mettez vos clés de mainnet sur cet environnement-là, vous pouvez vous les faire voler. Puis c'est du plain text, ils ne sont pas encryptés. Donc, faites attention. Mais là, on s'amuse, on est sur SanchoNet. Au diable, la sécurité. La sécurité des clés. Pas de votre environnement. La sécurité des clés, c'est pas grave. Le pire qui peut arriver, c'est que vous perdiez votre argent Monopoly. Mais c'est correct. On va juste en recréer d'autres. Donc, comment je fais ça? C'est compliqué. Je ne comprends pas. Bon, ben, tout simplement, soit vous pouvez vous fier à ça. Mais même ça peut être complexe un peu. Là. Moi, je veux me créer un portefeuille. Comment je fais là-dedans? Là? Ce n'est pas expliqué nulle part. Ben, là, on peut retourner au tutoriel ici qu'on a. Et là, on va monter en haut complètement. Zoom. Et ici, on a Sancho Wallet. Comment se créer un portefeuille? OK, on va aller voir. On clique dessus. Se générer un portefeuille à partir du CLI. Ah, cool! La première étape. Ça, c'est la façon la plus simple de se créer un portefeuille. Plus tard, je vais vous montrer comment le dériver à partir d'une phrase. Mais là, on va commencer simple. On commence simple, après ça, on tombe dans le compliqué. Puis là, je réalise que ça fait beaucoup aujourd'hui quand même. Là. Bon. Vous allez peut-être devoir suivre la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un channel pour ça, français général. Peut-être que Boaz peut amener tout le monde. Sinon, sur le channel d'IOG, on a aussi, mais c'est en anglais par contre. Sur le serveur de Discord de IOHK, il y a aussi une section Voltaire avec des channels pour SanchoNet, mais vous devez écrire en anglais. Sinon, personne ne va vous répondre à part moi. Donc, c'est pour ça que je vous conseille peut-être un peu plus le Discord de Able. Mais sinon, comme je vous dis, je suis disponible en tout temps. Vous pouvez communiquer avec moi. On va faire ça, puis après ça, ça va être terminé. Je pense que ça va être suffisant. On se crée un portefeuille. On se crée un portefeuille maintenant. C'est en 4 étapes. 4 étapes simples et vous avez un portefeuille directement à partir de la ligne de commande. Et à chaque fois, c'est toujours Cardano CLI, une commande. Cardano CLI, une autre commande. Cardano CLI, une autre commande. C'est toujours à partir du CLI qu'on va faire absolument tout ce qu'on a de besoin pour créer un portefeuille, être un DIREP, un membre du comité constitutionnel, voter sur une action de gouvernance, être un stake pool, tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez interagir avec des smart contracts aussi à partir du CLI. Vous pouvez minter des NFT. Je veux dire, le monde s'ouvre à vous directement à partir de votre environnement local à vous. Donc, vous ne passez pas par un site web, vous ne passez pas par un API, vous avez votre propre petite blockchain chez vous avec laquelle vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, vous avez un accès infini à la blockchain
à tous les outils qui existent directement de chez vous. Et ça, je vous dis, à partir du jour 1, là, avant même que GovTool existe, on pouvait faire toutes les actions de gouvernance possibles. Là. Oh, Paul, une question. Oui, je voulais demander, comme vous venez de dire qu'on pouvait éviter d'avoir à recourir, par exemple, à un site, est-ce qu'à partir du moment où on a exécuté, par exemple, un node, est-ce qu'on ne peut pas y connecter, par exemple, un site qui interagit directement avec ces nodes-là, en fait qu'on se rassure qu'on est en train d'interagir directement avec un node qu'on contrôle et dont on maîtrise Oui, les fonctionnements et tout ça? absolument. Absolument. Vous pouvez vous connecter avec. Il y a un API à l'intérieur de votre node. Comme là, de la manière que je vous l'ai montré, tout est fermé parce que c'est local. Mais vous pouvez ouvrir des ports vers l'API et interagir avec. Il y a quelque chose qui s'appelle le Submit API. Encore là, ça nécessite que vous ouvriez un port pour donner accès à un environnement externe pour pouvoir interagir avec la blockchain, mais oui, c'est tout à fait possible. C'est absolument possible. Euh, ça vous appartient. C'est ça que je veux dire. Vous avez un node, vous avez le database complet de la blockchain chez vous, dans votre environnement local. Vous en faites ce que vous voulez parce que vous pouvez aussi interagir avec le memory pool. Vous pouvez envoyer des transactions dans le memory pool et le memory pool se partage d'un peer à l'autre. Si vous êtes connecté à 13 nodes différents dans la blockchain, ils vont prendre vos informations dans votre memory pool directement. Donc, quand vous envoyez une transaction, elle est partagée tout partout dans le réseau et éventuellement, un producteur de blocs prend cette transaction-là dans le memory pool et forge son bloc avec. Et voilà, votre transaction est faite. C'est toutes des choses qu'on va voir, étape par étape. Mais oui, ça vous donne un accès infini à tout. C'est pour ça que moi, je dis souvent que l'interface de ligne de commande de Cardano, c'est le garde-boue c'est le garde-boue de GovTool. Vous savez, le garde-boue en arrière de votre voiture là, qui ramasse toute la merde. Quand GovTool merde et qui est en maintenance et que personne ne peut y accéder, le CLI, le Command Line Interface, va toujours fonctionner. Votre environnement personnel va toujours fonctionner. Parce que si un serveur à quelqu'un ne marche pas, ben, vous allez juste vous connecter à un autre automatiquement. Le mainnet, il y a 3200 opérateurs de stake pool. Et vous vous connectez de façon tout à fait aléatoire en peer-to-peer avec ceux qui ont le meilleur rendement pour votre node. Tout simplement en connexion outbound, parce que vous fermez votre mur de feu à toute connexion inbound, vous n'en avez pas besoin. Vous voulez juste faire des transactions. Vous n'avez pas besoin de partager des blocs. Là. Vous n'êtes pas un producteur de blocs. Au moins, moi, je suis juste quelqu'un qui veut un node. Je veux communiquer avec la blockchain. Je ne veux pas que personne se connecte chez nous. Non. Moi, je veux juste envoyer des transactions. Je suis un DREP, je veux voter. Je suis un membre du comité constitutionnel, je veux voter. Je veux interagir avec la blockchain, puis je ne veux pas personne chez nous. Ben, vous pouvez le faire directement de cette façon-là. Là, on est connecté au SanchoNet. On n'est pas sur le mainnet. En ce moment, on est sur le SanchoNet, mais j'ai un autre fonctionnel. J'ai un autre tout à fait fonctionnel sur le SanchoNet, synchronisé, prêt à utiliser. Je peux créer des smart contracts, je peux tout faire. Minter des NFT, je peux interagir avec la gouvernance. Comme là, est-ce qu'il y a des actions de gouvernance en même temps en ce moment sur le SanchoNet? Je ne sais pas. Comment faire? C'est une ligne de commande qu'on va apprendre. Je la fais rapidement. Cardano CLI, Conway, c'est un query. Donc, on questionne la blockchain et je veux savoir le governance state. Quel est l'état de la gouvernance en ce moment? Et là, si je pèse Enter, ça me montre tout. Absolument tout. Les paramètres du protocole, le cost model de Plutus V1, V2, V3, chaque petit paramètre du protocole, tout y est inscrit. Mais là, c'est long, là. Je pourrais faire aller ma souris comme ça très longtemps. On peut faire ça plus simple. Dans la commande, je fais -out file. Je veux ça dans un fichier. On va l'appeler govstate.json. Je paye sur Enter, j'ai ça dans un fichier. OK. Donc, si on va voir dans le fichier, eh bien là, j'ai tout, là. Le comité constitutionnel enchaîne sur SanchoNet. Il y a 2 membres du comité constitutionnel. Il y en a un que c'est une clé
et il y en a un autre que c'est un script. Les deux contrôlés par moi. Mais, mais si vous voulez faire partie du comité constitutionnel, je vais vous montrer comment faire. Et on va vous rajouter là, directement dans blockchain, dans le database de tout le monde. C'est quelque chose qu'on va faire ensemble plus tard, mais pas tout de suite. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toutes les informations liées à la gouvernance en fichier JSON. C'est peut-être plus complexe, moins amical, mais c'est toujours pratique de l'avoir et je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Si, mettons, on descend, on peut descendre pour connaître tout, l'état de ratification, l'état d'enactment. On peut aussi voir les actions de gouvernance en chaîne qui sont en ce moment en chaîne. Donc, si je m'en vais en bas complètement, on voit ici, il y a un field qui s'appelle Proposals. Eh bien là, on voit toutes les actions de gouvernance. Là, j'en ai un premier ici. C'est une action de gouvernance Update Committee. Donc, il y a quelqu'un qui tente de faire partie du comité. Ah non, à vrai dire, il n'y a pas de clé. Il y a quelqu'un qui tente de simplement changer le threshold du comité. OK. Il a été proposé à l'époque 798 et il va expirer à l'époque 813. Donc, à l'époque 813, il ne sera plus dans les proposals. Si je descends encore, ah non, c'est le seul. On n'a aucun autre. Donc, il y a un seul action de gouvernance en ce moment sur le SanchoNet. On pourra en faire d'autres. Puis, vous pouvez avoir l'argent pour le faire aussi parce que je vais vous donner ce que vous avez de besoin. Mais là, il va falloir qu'on s'arrête. On pourrait probablement commencer là en ce moment. On s'est créé un node. On va se créer un node, on va le synchroniser. C'est ce qu'on a fait ensemble. On a un node fonctionnel. Là, au courant de la semaine, jusqu'à mardi prochain, tous ceux qui, après avoir vu la vidéo ou qui ont suivi ce qu'on a fait en ce moment, ont de la difficulté encore. C'est complexe, je le comprends. Je vais vous aider. Je suis disponible, je peux donner des cours privés, c'est gratuit, hein, je fais juste dire. Là. Donc, si vous avez eu de la difficulté, il y a une étape que c'est un peu plus compliqué, vous n'êtes pas sûr. Là. Ah, ça n'a pas marché cette étape-là, Mike. Pas de trouble. On fait un petit meeting rapide. On va se permettre de se ramener. Donc là, tous ceux qui ont été là, l'objectif jusqu'à mardi prochain, c'est d'avoir un node fonctionnel et que vous sachiez comment le démarrer et comment l'arrêter avec ce qu'on a fait dans la vidéo. Si vous avez des problèmes, je suis là en tout temps. Donc, puis après ça, on va pouvoir poursuivre. Donc, ce serait ça, ce serait tout pour aujourd'hui à ce niveau-là. Si c'est correct pour tout le monde, je vais rendre la vidéo disponible demain matin ou au plus tard à soir demain matin. Et tout ceux que c'est possible, encore là, à partir de votre environnement Windows, si vous avez de la difficulté avec le BIOS, activez la virtualisation, je peux vous aider avec ça. Si vous avez un environnement Ubuntu, bravo, ça va être super facile pour vous. Vous avez simplement à faire les copier-coller nécessaires en suivant la vidéo, encore là, si vous avez perdu des bouts. Donc, l'objectif pour mardi prochain serait d'avoir un node de SanchoNet fonctionnel et vous allez pouvoir communiquer avec la blockchain. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Oui, c'est bon. Je pense que comme on est vers la fin, il y a des gens qui vont se demander comment connecter avec Mike. Je viens de partager les liens vers la chaîne francophone du Stackpool Ebo. Oui. Donc, vous pouvez directement intégrer à partir de notre groupe WhatsApp. Je vous ai déjà partagé ça, tout le monde ici. Et je vois qu'il y a peut-être Paul et Olivier qui ont des questions, je pense. Parfait. Ou des autres. Je vais repartager le lien ici. Ça, c'est un lien permanent. Ça, dans le chat, j'ai mis le lien permanent vers le Discord. Une fois que vous êtes connecté, juste cochez le petit emoji de crochet pour que vous deveniez membre, pour éviter que vous ne soyez pas un bot. Et ensuite, vous allez avoir accès au channel général français pour toute question là, par rapport au node.
Sinon, si je ne sais pas quel média Gomapool vous avez, je peux peut-être le rejoindre puis répondre à des questions là aussi, je ne sais pas. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir un endroit où on peut tous être ensemble pour que je puisse répondre à tout questionnement là, de manière simple. Discord, c'est pas toujours facile. Vous m'aviez mentionné peut-être Telegram, je pense. Euh, mais bon, bref, pour aujourd'hui, jusqu'à mardi prochain, l'objectif de tout le monde, c'est d'avoir un autre. Je peux vous aider en tout temps, autant sur Windows que si vous avez un environnement Linux. Des fois, il y a des petites étapes un peu plus compliquées, mais si vous suivez le guide à Il l'intérieur, y a, j'ai entendu il quelqu'un. y a Paul qui a, il y a Paul qui a une question. La communication est difficile, je comprends pas bien. Désolé. Est-ce que tu as compris, Paul? Est-ce que c'est juste moi ou as-tu une question, Paul? Oh, est-ce que j'ai perdu tout le monde? Zut. Peut-être il a un problème de connexion, j'en sais pas. Euh, mais j'ai pas compris ce qui avait été dit. Je sais pas si tu as bien compris, Boaz. Ça coupait un petit peu de mon côté. Si vous avez une question, peut-être l'écrire dans le chat. Je vais surveiller. En SSS ou machine physique, aucune différence. En De ma part, je n'ai rien. J'ai Martin. Ça va. Martin a posé une question. En SSH ou machine physique, aucune différence. Non, il n'y a aucune différence. Si tu te connectes en SSH à un serveur que tu possèdes, qui est Linux, aucune différence. Tu peux à distance faire toutes les mêmes commandes et ça va fonctionner sur ton serveur à distance. Euh, en machine physique, c'est sûr que bon, c'est ta propre machine à toi, mais non, les deux fonctionnent bien là, en réalité. Moi, ce que vous voyez en ce moment sur l'écran, je suis connecté en SSH à un serveur cloud-based. J'ai fait mes installations là-dessus, mais j'aurais pu aussi le faire en local, là. C'est juste que je ne voulais pas redémarrer mon ordi puis éviter le tralala là, je me déconnecte, je me reconnecte. Mais pour vous, vous pouvez le faire directement localement. C'est les mêmes commandes. Ils sont complètement identiques. Ça va fonctionner. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux peut-être vérifier le chat si je sais que la communication vocale est difficile un peu. Paul a eu des difficultés techniques. Je ne sais pas si c'est lui qui avait essayé de dire quelque chose. Mais sinon, moi, je vais. Ça se terminerait là. Donc, l'objectif pour mardi prochain, les amis, ce serait d'avoir un node. Et je suis disponible en tout temps pour vous aider s'il y a une étape qui bug. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et je vais mettre ça disponible en français sur mon YouTube et vous envoyer le lien dès que possible. Donc, n'hésitez pas. S'il y a un problème, communiquez avec moi parce que ensuite, mardi, on va tomber dans la création d'un portefeuille et on va commencer un petit peu à faire des commandes là, du Command Line Interface, puis essayer de voir, démystifier un petit peu comment ça fonctionne là, pour communiquer avec le Node. C'est bon pour tout le monde? Donc, merci d'être venu et je vais vous dire à mardi prochain. Bye tout le monde! Ok. Bye, merci bien.